Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes lundi 10 février et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'info à ne pas manquer. Olivier Mouton, journaliste Trends Tendance, accueille Philippe Ledan, senior économiste chez ING. Pour moi, une réforme structurelle est une forme de révolution dans la manière d'aborder une matière fiscale ou sociale. Le gouvernement fédéral nouvellement formé, Bardo-Wever annonce, lors du débat parlementaire, un assainissement historique. Les réformes seront multiples et certaines sont déjà d'application. Cependant, il sera nécessaire de construire une vision à long terme pour relancer l'économie. Alors, entrons-nous réellement dans une phase charnière de l'histoire économique belge ? Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. En tout cas, oui, on a eu plusieurs épisodes dans le passé où la situation des finances publiques était très détériorée, à des moments différents et dans des ampleurs différentes, dans des contextes différents. Donc, il y a eu les années 80, voilà, il y a eu le plan de Maastricht avec exactement. pour atteindre les objectifs de l'Union européenne. Pour rentrer dans la zone euro, n'oublions pas, qui, à mon avis, est le plan le plus... le plus grand, le plus fort, le plus dur. Ici, on est encore une fois dans un autre contexte, mais avec une grande différence, je dirais, c'est que ici, on a une détérioration presque automatique des finances publiques par le vieillissement de la population. Et donc, l'effort qui est demandé, c'est non seulement parce que les finances publiques sont dégradées aujourd'hui, mais sous cette métrique-là, on pourrait dire la situation était bien pire. Prenez l'endettement, on a été à 140% du PIB par le passé. Et puis il y a eu le Covid, on était revenu à 80%. Voilà, donc on pourrait sous cette métrique-là, dire que la situation est moins grave qu'à d'autres moments. Mais si vous cumulez non seulement la nécessité de remettre les finances publiques en ordre, plus le fait que ça se fait dans un contexte où on a une détérioration intrinsèque des finances publiques par le vieillissement, là, on arrive dans la gamme des mouvements historiques, effectivement. Est-ce que c'est le plus élevé ? Je pense que l'assainissement des années 90 sous Dehaene était plus important, plus dur, mais on est quand même face à un gros effort d'assainissement. On parle de 23 milliards d'efforts, enfin 18 milliards et 5 milliards de dépenses nouvelles. Est-ce que on a beaucoup parlé des réformes structurelles qui sont nécessaires? Alors on dit souvent les pensions, l'emploi, la fiscalité. Est-ce qu'elles sont en rendez-vous? Alors, je dirais que pour moi, on va pas jouer sur les mots, donc je vais bien exprimer comment je vois les choses. Pour moi, une réforme structurelle est une forme de révolution dans la manière d'aborder une matière fiscale ou sociale. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si on a une réforme des pensions, qui serait de dire, on fait tabula rasa du système actuel, et avec une entrée en vigueur progressive forcément, mais enfin, on modifie profondément et on rentre dans un système qu'on a dans les pays nordiques qui est un système à points, full flexibilité, vous devez simplement accumuler un nombre de points, qui était par ailleurs un peu l'idée de ce groupe de travail qui était présidé par Frank van den Broek sous le gouvernement Michel pour préparer une réforme des pensions. Ils avaient préparé une forme de réforme des pensions à points. Frank van den Broek qui était à la table. Tout à fait. Hein. Mais en tant que prof d'UNIF. Hein, ici, il est représentant de vos rights. Ouais. Mais ça aurait été une révolution. Aujourd'hui, on est plutôt s'agissant, pour continuer sur la réforme des pensions, on est effectivement dans des réformes structurelles, mais qui sont plutôt des évolutions. Donc, on rajoute des mesures. Le préambule de l'accord dit d'ailleurs, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Exactement. On bouge des paramètres, mais dans ce sens-là, j'aurais presque tendance à dire, alors ça me laisse un goût de trop peu par rapport à ma conception de ce qu'est une réforme structurelle. Et par l'ampleur de l'enjeu, rappelons-le, c'est aussi le fait que, vous avez dit le vieillissement de la population, c'est le fait que les dépenses sociales croissent sans cesse, pensions, soins de santé, et que par ailleurs l'écart avec les cotisations sociales qui sont censées
financer ça, ça croît sans cesse. Donc Oui. l'impôt, en fait, doit y contribuer de manière de plus en plus importante. Oui, mais en fait, on devrait pousser la logique plus loin. Est-ce que c'est important, cet écart entre les contributions sociales et les dépenses sociales? Parce qu'en fait, l'écart est devenu tellement grand et ne fait que s'accroître qu'on sait bien sûr qu'après, il y a l'impôt qui vient compléter. Mais quelque part, quelle est la différence entre un impôt et une contribution sociale? Historiquement, les contributions sociales, l'idée, c'était que c'était une logique assurantielle. C'est-à-dire qu'au plus vous cotisiez, au plus vous en aviez un retour, un gain, qui n'est pas la même logique que la logique d'imposition, puisque l'imposition est une logique de redistribution, et c'est pas parce que vous payez plus d'impôts que vous pouvez attendre plus de services publics, personnellement. Historiquement, en matière sociale, c'est le cas. Mais aujourd'hui, le lien entre les contributions sociales que quelqu'un va payer et le bénéfice qu'il va en avoir, le chômage est limité en montant. Dans le secteur privé, au niveau des salariés, il y a une limitation de la pension maximum. Donc, à un moment, vous cotisez sans que vous n'ayez le moindre droit supplémentaire à des pensions. Et donc, quelque part, on a un peu quitté cette logique. Donc, si je poussais la logique, on pourrait dire, oui, mais en fait, tout ça, on devrait simplement en faire des impôts. Bon, on aurait des taux d'imposition de 60-63% au maximum. Alors peut-être qu'en termes de communication, ce serait pas... Hein, déjà qu'on est un pays fort taxé. Quelle est fondamentalement la différence entre les contributions sociales et l'impôt, sachant que tout ça arrive dans un même pot et que effectivement les prestations sociales ne peuvent plus être uniquement financées par les contributions. Un élément important aussi, c'est la compétitivité qui a été mis en avant. Certains disent, alors, est-ce qu'on est au rendez-vous de cet enjeu-là? On sait que les industries, mais les entreprises au sens large, étaient en attente de mesures, notamment aussi au niveau du coût du travail, du coût de l'énergie, etc. Et bon, le rendez-vous est-il manqué en partie? Par ailleurs, certains disent, on a aussi une taxe sur les plus-values qui n'est pas nécessairement un très bon signal. Comment vous analysez ça? Mais plusieurs aspects. En tout cas, là, je dirais qu'on est dans la partie de l'accord où on est dans les intentions. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'intentions par rapport à la compétitivité. Il y a un plan Make 2030. Enfin, je ne sais même pas comment il faut le dire parce qu'il n'a pas été cité une seule fois. C'est vrai. On parle de taxation des plus-values, effectivement, de marché du travail, d'allocation de chômage. Et on nous parle dans l'accord d'un plan Make 2030 qui est lié à l'industrie par rapport à des questions de compétitivité, par rapport à des questions de coût de l'énergie. Il reste à écrire, en fait, ce plan. Exactement. Donc, en fait, c'est comme... On a l'impression qu'ils ont négocié 8 mois, mais qu'il y a encore beaucoup de flou. Oui, en tout cas, il faut pas... donc moi, j'inciterais n'importe qui à vraiment lire l'accord dans sa totalité, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment ce qu'est un accord de gouvernement, et on voit effectivement qu'une grande partie est plutôt une grande déclaration d'intention. Je ne critique pas. Je veux dire, dans les 5 prochaines années, le monde va changer 50 fois. Donc, il va y avoir plein de nouvelles priorités, des imprévus, des choses qui vont devoir changer. Donc, bien sûr qu'on ne sait pas tout prévoir à la virgule. Mais quand vous lisez l'accord, il y a quand même une grosse partie qui est, on a l'intention de mettre en place, on a l'intention de discuter, on a l'intention de faire en sorte que... Oui, mais... Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'effectivement... On veut créer 500 000 emplois. Voilà, alors c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Parce que je veux dire, effectivement, là, il y a une espèce de paradoxe que d'un côté, on a beaucoup d'intentions, ce que je peux comprendre, et je saluerais le fait qu'il y a au moins l'intention par rapport à la question de l'industrie. Je vous rappelle quand même que ça fait maintenant 2 ans que l'industrie est en récession en Belgique, donc il est quand même grand temps de s'y mettre. Donc il y a un paradoxe entre beaucoup d'intentions, des choses qui restent à écrire, et en même temps, le résultat de ces intentions est déjà chiffré. On va booster les créations d'emplois, on va atteindre 80%, et on le prend par les réformes sur le marché du travail. Mais en fait,
c'est pas la réforme du marché du travail qui crée l'emploi. Elle crée un cadre qui permettrait théoriquement de créer davantage d'emplois parce que, parallèlement, effectivement, vous avez un secteur industriel plus compétitif parce que, parallèlement, vous avez des partenaires sociaux qui s'entendent, vous avez une paix sociale, vous avez une cause nationale en faveur de l'emploi. Et à ce moment-là, on peut comprendre qu'on est... Mais donc, on navigue entre des intentions et parfois du chiffrage très précis, par exemple, comme l'aboutissement ultime de tout ça, 500 000 emplois. Et comme vous dites, le monde va changer 50 fois, j'aime bien l'expression. Déjà, il change beaucoup maintenant. Alors, on a une conjoncture qui n'est pas nécessairement... florissante pour l'année à venir, et en plus on a un contexte qui est marqué par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et ses menaces de guerre commerciale. Donc ça veut dire que les nuages sont quand même dans le ciel, non ? Tout à fait. Donc d'un côté, d'un point de vue conjoncturel, l'année 2025 va déjà pas être formidable. Enfin, je veux dire, même si les choses s'amélioreraient aujourd'hui... On parle pas d'une croissance folle. Voilà, quoi. exactement. Le temps qu'on en commence à en bénéficier, on n'aura quand même pas beaucoup. Donc, oui, mais c'est déjà 1/5 de la législature qui s'envole, quoi, concrètement, pour vos 500 000 emplois, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément. Le début va déjà être difficile. Deuxième élément, effectivement, il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à la politique commerciale de Trump, par rapport à l'évolution du monde. Il ne faut pas regarder aussi le monde, mais on peut regarder plus près. Le 23 février prochain, vous avez des élections en Allemagne qui peuvent être un tournant pour l'Europe en fonction de la majorité qui va se dégager et en fonction de la volonté de l'Allemagne de dépenser davantage ou pas, ou le regard que l'Allemagne va porter sur l'Europe, par exemple. Puis il va y avoir le dossier ukrainien qui reste un grand point d'interrogation. Donc tous ces éléments vont impacter et vont faire que, effectivement, un accord de gouvernement est plutôt une feuille de route, de dire, voilà, nous sommes d'accord pour essayer d'avancer dans toute une série de directions, et il faut quand même saluer ça. L'alternative, c'était d'avoir une crise politique, et à ce moment-là, on avait un blocage d'autres de longue problèmes. durée. Tout à fait. Ouais. Donc, saluons au moins ça, saluons toute une série d'initiatives, d'évolutions, même si, comme on l'a dit, ce ne sont pas des révolutions, ce ne sont pas des réformes structurelles en profondeur telles qu'on pourrait les imaginer, mais au-delà de ça, le monde ne nous attend pas pour régler nos problèmes. On va être dans des gestions de crise aussi. Exactement. D'ailleurs, on l'a vu ces dernières années. Covid, crise en Ukraine, inflation, enfin, on est en permanence dans la gestion de crise aussi. Si vous prenez la réflexion par rapport à l'industrie, la réflexion doit avant tout être menée au niveau européen. Alors l'Europe a refait une petite communication avec sa boussole de la compétitivité. Ouais, c'est pas assez. Beaucoup de directions, pas beaucoup de destinations. Donc, j'aurais préféré beaucoup moins de blabla et de dire, voilà, on pose une première pierre, on avance là-dessus. Telle réglementation, on décide que dans 6 mois, on vient avec une nouvelle version. Plutôt que de dire, voilà, on va travailler sur la réglementation, mais on va travailler aussi là-dessus, on va travailler là-dessus, enfin voilà, on reste malheureusement à l'échelle de la communication. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là, enfin je veux dire, malgré tout. Mais la plupart des choses se jouent là. Mais encore une fois, comment voulez-vous avancer au niveau européen tant que vous avez une situation qui, en Allemagne, est sans gouvernement, fondamentalement, sans majorité, sans direction? En France, vous n'en avez pas beaucoup plus. Enfin, je veux dire, la France est plus occupée à régler ses problèmes internes qu'autre chose. Et donc, encore une fois, tout ça, c'est à la fois pour le gouvernement belge des situations à gérer et des imprévus par rapport à une feuille de route au départ. Et alors, évidemment, pour terminer... On peut se poser des questions sur l'intention réelle de Bardot-Wever. En tout cas, certains le font du côté francophone en se disant il n'a pas changé, etc. Mais en parlant de cet assainissement historique qui a ouvert notre discussion, on constate aussi que Bardot-Wever dit « et il faudra plus d'une législature pour faire ça ». Donc ça veut dire qu'il prend peut-être même option déjà pour 10 années de gestion. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans ce temps-là aussi, dans un temps qui est plus long en fait. Oui, et allez, regardez les pays du sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal, même la Grèce. Qui ont traversé des périodes budgétaires très très difficiles. Et qui pour le moment sont plutôt dans une dynamique plus positive que le nord de l'Europe, je veux dire. Économiquement et budgétairement, ça va beaucoup mieux.
Oui, mais nous sommes en 2025. Les mesures qui ont été imposées, l'austérité qui a été imposée à ces pays, date de 2012, grosso modo. Donc, des réformes structurelles, il faut bien avoir à l'esprit que les réformes structurelles, même si elles ce sont plutôt des évolutions que des révolutions, on en a parlé, mais des réformes structurelles, dans un premier temps, ça fait mal. Et ce n'est que dans le temps, et ce temps, c'est bien une dizaine d'années, que vous pouvez dire, voilà, en fait, à l'époque, on a mis l'économie, on a mis le marché du travail, on a mis la fiscalité sur des rails plus vertueux ou plus durables, au sens solide. Et donc, forcément, je veux dire, le temps d'implémenter des mesures, nous sommes alors en 2026, le temps qu'elles produisent leur impact, en supposant qu'elles ne sont pas encore édulcorées, parce qu'il faut faire des compromis, parce qu'il va y avoir beaucoup de tensions entre les partenaires sociaux, qui ne seront peut-être pas des partenaires pendant tout un temps, etc., etc. Tout ça, c'est du temps. Comment voulez-vous imaginer que d'ici la fin de la législature, en plus de tous les imprévus qui vont arriver, qu'en fin de législature, on soit dans une situation où on pourra dire, ben voilà, mission accomplie. Bien sûr qu'on est sur ce temps-là. Donc on aura besoin d'un Barthes 2 potentiellement. Enfin, là Oui, aussi, mais on verra les accidents de au moins une chemin stabilité, au moins une stabilité dans la même direction. Dans le cap. Ouais. Et un socle commun qui est la volonté d'implémenter, de moderniser les structures de l'économie belge, de la fiscalité belge, du marché du travail belge, des secteurs publics belges, de manière à mettre en place des structures beaucoup plus efficaces et capable de générer un cadre propice à la croissance. Vous l'aurez compris, le nouveau gouvernement belge fait face à d'importants déficits économiques. Le vieillissement de la population et un endettement élevé obligent le pays à mettre en œuvre des réformes structurelles profondes. Les réformes proposées, bien que nécessaires, seront longues à mettre en place et leurs effets ne seront visibles qu'à long terme. Le contexte international marqué par des incertitudes pourrait compliquer la tâche du gouvernement. En somme, la Belgique est à un tournant et les prochaines années seront déterminantes pour son avenir économique. Voilà qui conclut votre épisode du jour. Mardi, vous retrouverez votre condensé d'actualité économique augmenté de la rubrique Tech de Trends Tendance. La question de demain, l'IA va-t-elle remplacer les consultants ? Je vous souhaite une belle semaine, merci de votre fidélité et à bientôt. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.